Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor de Legipilote et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux 5 piliers juridiques pour protéger votre entreprise. C'est parti. Oui, le droit du travail peut être un véritable casse-tête au quotidien, mais pourtant il est absolument indispensable de l'appliquer correctement pour éviter les amendes et les contentieux. Alors pour vous simplifier la tâche, j'ai découpé l'intégralité des obligations légales en 5 catégories. 5 piliers juridiques qui, s'ils sont bien appliqués, vous permettront de profiter d'une entreprise 100% conforme et sécurisée. Pour ce faire, on va imaginer votre entreprise comme une maison en construction. Si vous respectez bien toutes les étapes, elle ressemblera à ça. Mais si vous partez dans tous les sens et que vous loupez des étapes, elle ressemblera plutôt à ça. La différence entre les deux, c'est l'application méthodique des 5 piliers qu'on va voir ensemble, qui sont autant d'éléments incontournables pour votre construction. Ainsi, les fondations de votre maison seront représentées par les obligations liées à l'effectif de l'entreprise. Ensuite, les murs seront quant à eux les obligations liées à l'embauche des salariés. Pour ce qui est du toit, il s'agira des obligations liées au contrat de travail, puis nous avons les fenêtres qui représenteront les obligations liées aux représentants du personnel, et enfin la décoration intérieure de la maison symbolisera les négociations obligatoires de l'entreprise. Vous l'aurez compris, c'est donc un sacré chantier qui vous attend, mais pour vous simplifier la tâche, Legipilote vous met à disposition son kit de mise en conformité. Un espace accessible gratuitement pour accéder à un outil de diagnostic juridique de votre entreprise, ainsi qu'un e-book des obligations sociales pour disposer de toutes les informations nécessaires. Et pour discuter de votre situation avec un expert, un calendrier en ligne est même disponible pour prendre rendez-vous. Et maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer avec le premier des 5 piliers. Les fondations d'une maison sont sans doute la partie la plus importante d'une construction. Sans elles, impossible de construire quoi que ce soit de stable et de durable. Eh bien, en droit du travail, c'est exactement la même chose. Avant même de penser à recruter ou à rédiger les contrats de travail, il faut s'assurer que les bases sont bien en place. Ces bases, ce sont les premières obligations légales, celles que toute entreprise doit respecter pour être en conformité avec la loi dès le premier salarié. La première obligation est le registre unique du personnel. Il s'agit d'un registre dans lequel l'employeur doit consigner l'identité et certaines informations concernant tous les salariés travaillant dans l'entreprise. Le contenu du registre est précisé par le Code du travail qui doit indiquer notamment l'identité du salarié, ses dates d'entrée et de sortie, la nature du contrat de travail, le poste occupé, le temps de travail et certaines mentions particulières. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les détails du contenu dans le e-book disponible dans le kit de conformité. La deuxième obligation est l'affichage obligatoire. Il regroupe un ensemble d'informations que l'employeur est tenu de porter à la connaissance de ses salariés. Il y a également un contenu obligatoire qui comprend, entre autres, les coordonnées de l'inspection du travail et du médecin du travail, les consignes de sécurité et d'incendie, les coordonnées des services d'urgence, les horaires de travail, la convention collective applicable, les conditions d'accès aux documents uniques et le règlement intérieur s'il existe. À nouveau, la liste exhaustive se retrouve dans le e-book. La troisième obligation de base est le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. C'est un document obligatoire qui recense l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. Son objectif est de permettre à l'employeur de formaliser l'évaluation des risques, d'identifier les actions de prévention nécessaires et de les mettre en œuvre. Il y a d'ailleurs une vidéo spécifique au DUERP sur la chaîne, alors n'hésitez pas à aller la regarder. Au fur et à mesure de l'accroissement de l'effectif de l'entreprise, d'autres obligations vont venir s'ajouter. On va en voir certaines d'entre elles dans la vidéo, mais voici la vision d'ensemble des obligations liées au seuil d'effectif. Il s'agit d'un fonctionnement par palier. Le premier de 1 à 10 salariés, le deuxième de 11 à 49 salariés, le troisième de 50 à 299 salariés et le quatrième pour les entreprises de plus de 300 salariés. Après avoir posé des fondations solides, il est temps de construire les murs de votre maison. Dans une entreprise, ces murs représentent les obligations liées à l'embauche. En effet, une fois les bases légales en place, vous pouvez commencer à recruter des salariés pour faire grandir votre activité. Comme les murs de votre maison, ce sont les salariés qui vont soutenir toute la structure. Alors autant éviter que tout ne s'effondre. En premier, nous avons la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. C'est une formalité obligatoire pour tout employeur qui s'apprête à recruter un salarié. Cette démarche s'effectue auprès de l'URSSAF pour signaler aux organismes sociaux l'arrivée d'un nouveau salarié dans l'entreprise. La DPAE doit être impérativement réalisée avant la prise de poste du salarié et plus exactement dans les 8 jours avant.
Une fois le salarié embauché, l'employeur doit lui organiser sa visite médicale. Les visites médicales sont des examens obligatoires organisés par le service de santé au travail auquel l'employeur adhère. Selon l'importance des risques auxquels est exposé le salarié, il fera l'objet soit de la VIP, la visite d'information et de prévention, dont l'objectif est de l'informer sur les risques liés à son poste de travail et vérifier son état de santé, soit du CIR, le suivi individuel renforcé, qui permet de vérifier l'aptitude médicale du salarié à occuper un poste à risque. Lorsque le salarié effectue sa prestation de travail, vous allez devoir lui verser un salaire tous les mois et par la même occasion effectuer votre DSN. Il s'agit de la déclaration sociale nominative qui est une déclaration mensuelle obligatoire pour les employeurs. Elle est générée automatiquement à partir des données de la paye et permet une transmission des informations nécessaires aux organismes sociaux comme l'URSSAF, la CPAM ou les caisses de retraite. Et enfin, l'employeur est tenu de proposer une complémentaire santé à tous ses salariés. Cette mutuelle collective permet de compléter les remboursements des frais de santé pris en charge par la sécurité sociale. Elle est en principe obligatoire pour les salariés, sauf quelques cas de dispense possibles. Vous avez les fondations et les murs, donc il ne reste plus que le toit pour obtenir les bases de votre maison. C'est la partie manquante pour vous couvrir et assurer votre protection. Et il s'agit des obligations contractuelles et du contrat de travail de manière générale. En effet, un contrat de travail mal rédigé peut exposer l'entreprise à des risques juridiques, alors on va voir comment éviter ça. Le contrat de travail de base pour embaucher est le CDI, le contrat à durée indéterminée. Et il n'y a pas véritablement de contenu imposé, car le CDI n'est pas obligatoirement un contrat écrit. Il est plutôt déconseillé de fonctionner ainsi et un contrat écrit est largement la norme. Alors que faut-il indiquer dans le contrat de travail ? Tout d'abord, dans le contenu qu'on peut considérer comme obligatoire, on va retrouver l'identité des parties, la date de début du contrat, l'emploi occupé, la durée du travail, la rémunération et les congés payés. Mais la rédaction du contrat de travail peut également être l'occasion de prévoir des clauses spécifiques, comme la période d'essai, une rémunération variable, une clause de mobilité géographique, une clause d'exclusivité ou même une clause de non-concurrence. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Il y a 3 grandes manières de gérer le temps de travail d'un salarié à temps plein. Soit il est à 35 heures par semaine, c'est le cas le plus classique. Les heures de travail sont fixes et tout ce qui va au-delà de 35 heures est compté en heures supplémentaires. Ensuite, il y a le forfait heure. Cela convient pour les salariés qui ne peuvent pas suivre l'horaire collectif de travail et qui doivent effectuer un volume un peu plus important. Donc vous allez intégrer des heures supplémentaires directement dans leur temps de travail. C'est-à-dire que vous pouvez faire travailler un salarié 38 heures par semaine, ce qui correspond à 35 heures plus 3 heures supplémentaires contractualisées et déjà incluses dans la rémunération. Et enfin, il y a le forfait en jours. Il est utilisé pour les cadres qui ont besoin d'une plus grande autonomie. Comme son nom l'indique, il permet une référence en jours de travail et non plus en heures. Ainsi, contrairement aux 35 heures ou au forfait heure, il n'y a plus de durée maximale quotidienne ou hebdomadaire. Il ne reste plus que le repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. On va voir maintenant quelques exemples de clauses spécifiques qui peuvent vous permettre de sécuriser davantage la relation de travail avec un salarié. La clause de mobilité est la clause par laquelle le salarié accepte par avance un changement de son lieu de travail. Elle permet donc à l'employeur de modifier le lieu d'affectation du salarié sans avoir à obtenir à chaque fois son accord. La clause doit définir de manière précise la zone géographique dans laquelle le salarié peut être déplacé et il faut respecter un délai de prévenance pour laisser au salarié le temps de s'organiser. Ensuite, la clause d'exclusivité. C'est une clause par laquelle le salarié s'engage à ne pas exercer d'autres activités professionnelles pendant toute la durée de son contrat de travail. Cette clause interdit donc aux salariés de cumuler plusieurs emplois ou d'exercer une activité indépendante en parallèle. Mais attention, elle doit rester justifiée et proportionnée. En général, elle concerne les salariés avec un certain niveau de responsabilité et n'est donc pas une clause à insérer de manière systématique dans tous les contrats de travail. Et enfin, la clause de non-concurrence. Avec la clause de non-concurrence, le salarié s'engage après la rupture de son contrat de travail à ne pas exercer d'activité concurrente à celle de son ancien employeur. Cette clause a pour objectif d'empêcher le salarié d'utiliser les informations sensibles ou stratégiques acquises pendant son emploi pour son propre compte ou pour le compte d'un concurrent direct. À nouveau, des conditions strictes existent pour la mettre en place. La clause doit avoir pour but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise.
telles que la préservation d'informations confidentielles, la clientèle ou des procédés spécifiques. Elle doit être limitée dans le temps, en général entre 6 mois et 2 ans. Elle doit également définir un périmètre géographique précis. Ce périmètre doit être proportionné au poste occupé par le salarié et à l'étendue de la concurrence à laquelle l'entreprise fait face. Et enfin, la clause de non-concurrence doit impérativement prévoir une contrepartie financière en faveur du salarié pendant toute la durée d'application de la clause. Maintenant que vous avez la base de votre maison, il va falloir l'ouvrir sur l'extérieur en installant les fenêtres et la porte. Et cela va se révéler indispensable pour accueillir les représentants du personnel dont vous allez devoir organiser les élections. Lorsque l'effectif de l'entreprise atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, l'employeur doit organiser les élections professionnelles pour mettre en place le CSE, le comité social et économique. Pour ce faire, il doit suivre une succession d'étapes qui impliquent notamment d'informer les salariés, d'inviter les organisations syndicales, de négocier un protocole d'accord préélectoral, d'établir les listes électorales, de recevoir les candidatures et d'organiser les scrutins. Une fois les résultats proclamés, les élus entrent en fonction pour un mandat de 4 ans. Le CSE est l'instance représentative des salariés dans l'entreprise. Il a pour mission principale de présenter à l'employeur les réclamations des salariés et de veiller à l'application correcte du droit du travail. Il a aussi un rôle majeur en matière de santé et de sécurité en participant à la prévention des risques professionnels. L'employeur doit organiser une réunion avec le CSE tous les mois ou tous les 2 mois selon l'effectif pour aborder les sujets à mener par les élus. Ces derniers ont d'ailleurs des heures de délégation pour exercer leurs fonctions et doivent également disposer d'un local et de matériel fournis par l'employeur. Le CSE doit être consulté sur des sujets importants concernant l'entreprise, c'est-à-dire que l'employeur doit obtenir leur avis sur certains sujets. Il existe les consultations récurrentes, comme les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l'entreprise, et la consultation sur la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi dans l'entreprise. Mais il existe également les consultations ponctuelles, comme par exemple en cas de modification importante des conditions de travail, de licenciement économique, d'introduction de nouvelles technologies ou en cas de reclassement pour inaptitude. Votre maison est presque terminée. Elle est complète et solide, mais elle manque de personnalisation. La décoration de votre maison s'apparente à toutes les spécificités que vous pouvez instaurer dans votre entreprise grâce à la négociation collective. Si votre maison ne doit ressembler à aucune autre, alors votre entreprise doit disposer de règles internes qui vous sont propres pour favoriser votre activité. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, certaines négociations sont obligatoires. L'employeur a l'obligation d'engager des négociations, mais il n'est pas pour autant tenu de parvenir à un accord. Il existe 3 négociations obligatoires. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, mais seulement pour les entreprises de plus de 300 salariés. Mais avec qui faut-il négocier ? Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les négociations obligatoires se font prioritairement avec les délégués syndicaux. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives et sont les interlocuteurs principaux de l'employeur pour la négociation des accords collectifs. Si aucun délégué syndical n'est présent dans l'entreprise, la négociation peut être menée avec les élus du CSE. Seuls les membres titulaires peuvent participer à la négociation et les accords conclus doivent respecter les règles de majorité prévues par le Code du travail. Dans les entreprises sans délégués syndicaux ni CSE, l'employeur peut négocier avec des salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative. Ces salariés ont pour mission de représenter leurs collègues durant les négociations et de conclure des accords. Et enfin, dans les entreprises de moins de 11 salariés ou sans délégués syndicaux ni CSE, il est également possible de conclure un accord directement avec les salariés à la majorité des 2 tiers. Voilà, on a vu les 5 piliers juridiques à appliquer pour protéger votre entreprise. Si vous les avez suivis et appliqués à la lettre, votre entreprise se porte à merveille. Et vous avez su tirer profit des obligations légales pour en faire des opportunités. Je vous rappelle l'accès gratuit au kit de mise en conformité avec le lien dans la description si vous voulez approfondir les sujets. Et si vous souhaitez être accompagné pour n'importe lequel des sujets abordés, il vous suffit de prendre rendez-vous sur le calendrier en ligne disponible sur le site. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet. C'était Victor. Ciao.